Merci, Azouz, chers amis. Je voudrais exprimer tous mes remerciements à Madame Leila Sefer et à tous ses collaborateurs par rapport à leur invitation. Et je peux vous dire, Madame, que votre journée est une réussite. Le témoin, c'est la salle qui est pleine déjà à 9 heures. C'est un témoin de confiance et c'est un témoin que nos amis tunisiens sont branchés sur la FMC. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parler du carcinome hépatocellulaire en 2023, c'est un peu très vague et je me suis fixé comme objectif de vous parler du CAC sur cirrhose. Je ne parlerai pas de CAC sur foie sain ni du CAC sur NASH qui est aujourd'hui un grand morceau, mais je peux répondre à vos questions. Je peux dire rapidement que le CAC sur NASH, souvent à cause de l'absence de dépistage, il est diagnostiqué à des stades où la tumeur est grosse. C'est la plupart des malades que j'ai vus, c'est des grosses tumeurs. Souvent, c'est des malades qui ont une fonction hépatique normale. Souvent, on leur propose la chirurgie en premier. Souvent, malheureusement, la chirurgie n'est pas possible parce que la lésion est grosse. On leur fait souvent des traitements endovasculaires à base de chimio-embolisation. Et souvent, ça répond pas. Parfois, on peut donc downstaging et on les résèque. Et si on arrive au stade de l'immunothérapie, stade de traitement systémique, sachez que l'immunothérapies, notamment l'atezolizumab ou trémudurva, ne sont pas si efficaces que les inhibiteurs de tyrosine kinase. Il y a pas mal d'études qui ont montré que l'immunothérapie ne fonctionne pas trop bien dans le CAC sur NASH. Et souvent, c'est le lenvatinib qui est la meilleure option. On pourra discuter de ça, si vous voulez, après. Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Décider de traiter un malade qui a un CAC est une tâche lourde. Nous avons plusieurs options thérapeutiques et nous avons un malade avec deux maladies. Une cirrhose et un cancer. Et on a besoin pour pouvoir décider et tirer juste d'une bonne évaluation pré-thérapeutique. Cette évaluation doit être double, hépatologique et oncologique. Hépatologique, elle a été souvent faite sur la base de Child. Et le BCLC, avant 2018, c'était le Child, rien que le Child, et la bilirubine et le degré d'HTP. Est-ce que cela est suffisant en 2023? Eh bien, les promoteurs du BCLC eux-mêmes ont switché et ils ont revu leur bilan préparatoire sur 3 nouveaux marqueurs. Ces 3 nouveaux marqueurs qui n'ont été pas inclus dans les nouvelles formes de BCLC qui sont actuellement dans la nouvelle version 2023 sont au nombre de 3. L'Albi-score, l'AFP qui ne figurait pas dans le BCLC et le MELD. Et je vous explique pourquoi on a inclus cette année ces 3 marqueurs. Le premier, pourquoi le MELD? Je vous montre tout simplement cette étude qui vient d'un grand centre italien, Cusciti, que j'ai eu la chance de visiter. Si vous opérez, vous réséquez des MELD moins de 9, vous aurez 0% d'insuffisance hépatocellulaire et vous aurez 8% de décompensation et de complications. Si vous opérez de l'autre côté des MELD plus de 11, regardez la CATAS, vous aurez 35% d'insuffisance hépatocellulaire et vous aurez 83% de complications post-opératoires. Pour mieux sélectionner, seulement le Child n'est pas suffisant. On doit ajouter le MELD et il doit être inférieur à 9. On discutera au cas par cas. Pourquoi l'Albi? L'Albi est un nouveau score, c'est albumine, bilirubine. Et pourquoi on l'a ajouté au Child? Le Child, il est bon. Il date de 1973. Il a tenu là. Il est énorme ce score, il est toujours là. Sinon, je pense même bien avant. Mais il est subjectif. Il contient 2 variables qui sont subjectives. L'acide et l'encéphalopathie. Je peux dire que c'est important une croix, quelqu'un d'autre donnera 2 croix. L'encéphalopathie, l'autre il va évaluer, il donnera une croix. Donc, il contient quand même 2 variables qui sont subjectives. Pour rendre la chose plus objective, on a ajouté l'albi. Albi, c'est bilirubine, albumine, c'est objectif. Et pourquoi ce score? Regardez sur une grande série, c'est tout à fait récent, 2023, coréen, sur plus de 4000 CAC traités, et bien l'albi a classé la survie mieux que les autres, notamment le Child, et regardez, avec des albic 3, vous avez une survie mauvaise. Ne pas traiter de manière agressive, opérer ou chimio-emboliser de manière non sélective, un albi 3. Ça, c'est une nouvelle donnée qu'on n'avait pas avant. Deuxièmement, même parmi les malades Child A, regardez la diap du côté gauche. C'est une étude publiée en 2022
On a pris les malades de la classe Child A et on a évalué la survie en fonction de l'ALBI. Et on a trouvé que parmi les malades Child A, ceux qui sont ALBI 1 ont une survie meilleure, malgré le fait qu'ils étaient Child A. Donc on peut fignoler dans le choix thérapeutique si on ajoute ce nouveau marqueur. Je vous conseille d'évaluer dans vos dossiers CHU aujourd'hui l'ALBI score. Il est gratuit sur l'Internet. Il vous donne lui-même grade 1, grade 2, grade 3. Donc, et vous voyez là en haut comment ça figure sur. Pourquoi l'AFP? Ça, c'est une donnée qui émane d'un grand centre donc français, c'est du vous. Et je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est accepté par tout le monde. On connaissait l'AFP sur son volet diagnostic, marqueur diagnostique, quoique ce n'est pas assez sensible. Un malade sur deux ont une AFP élevée, un malade sur deux ont une AFP normale, alors qu'ils ont un hépatocarcinome. Mais aujourd'hui, l'AFP est un marqueur pronostic. Il doit être inclus dans le choix de la décision thérapeutique. Et le meilleur exemple n'est que la transplantation. Vous ne pouvez pas aujourd'hui transplanter un malade qui a une AFP supérieure à 1000, même s'il est Child A, même si la lésion remplit tous les critères du Milan, il remplit le Act 7, il remplit le San Francisco, tout ce que vous voulez, c'est à ne pas transplanter. Rien que par rapport à une AFP supérieure à 1000, vous allez avoir 3 points. Et un malade, pour transplanter, il doit être inférieur ou égal à 2. Et pourquoi? Parce que la survie, si vous transplantez des malades, regardez ici, si vous transplantez des malades en rouge qui ont donc un score AFP supérieur à 2, vous aurez un taux de récidive de 45% et vous aurez une survie de 45% à 5 ans. C'est effort gâchis pour rien. C'est toute une entreprise qui a démarré pour finalement avoir un taux de mortalité très élevé à 4 ans. Donc on ne transplante plus ces malades. Donc l'AFP doit être inclus. Je dirais aussi par rapport au traitement percutané, radiofréquencé, un malade qui a une AFP élevée, les mêmes résultats ne sont pas les mêmes. Si je fais une radiofréquence pour un malade qui a une AFP normale, les résultats sont meilleurs et le taux de récidive sont faibles lorsque je fais une radiofréquence pour quelqu'un qui a une AFP normale. C'est à inclure dans l'évaluation pronostique. Un nouveau concept extraordinaire. On n'en parlait pas avant, mais maintenant on le connaît très bien. C'est traitement stage migration, c'est-à-dire un traitement peut migrer dans un sens comme il peut migrer dans l'autre sens. Je vous donne des exemples. Je suis un malade Child A, ALBI grade 1, MELD 8. Je suis opérable, je suis résécable, mais j'ai une lésion qui fait 4,5 cm. C'est un malade que j'ai vu le mardi. C'est un patient qui est venu du Nord. Il a un CAC de 46, centro-hépatique foie droit. Il est surtout le curseur en vert. Mais c'est quelqu'un, j'ai relevé dans ses antécédents une notion de cholécystectomie il y a 3 ans et il a fait une acide post-opératoire. Donc, il a déjà fait une décompensation. Et vous comprenez que dans le bas vénal, un malade qui a déjà fait une décompensation, mais sur le jour décompensé, on le considère comme étant décompensé. Ce malade, il était ici, réséqué, sous tous les critères. Hier, le jeudi, avant de venir, je lui ai fait une chimio-embolisation. Il a migré, il a sauté 3 stages. Pourquoi? Parce que l'évaluation a fait que. De l'autre côté, je peux un malade qui a une tumeur de 10 ans, allez, 8 cm foie gauche, segment 2-3. Je suis Child A, j'ai de l'HTP. On ne peut pas l'opérer. On va le chimio-emboliser. Mais la lésion s'est rétractée après chimio-embolisation. Il faisait 3. Il est Child A, mais il a une résection mineure. On va faire sous célio. Eh bien, on a migré dans l'autre sens. On était ici et on passe dans l'autre sens. Pour vous dire une chose très simple. Ce n'est que des algorithmes. Et ça ne peut jamais et en aucun cas remplacer la discussion autour d'un malade. Et je peux vous donner des exemples multiples de cas où il faut faire ça, mais parce qu'il y a ça, on fera ça. Et ça, c'est la discussion collégiale que vous allez avoir dans votre RCP. C'est très important. Quelle est la place dans la vraie vie de ces différents traitements? J'ai pris le grand essai japonais, c'est des centaines, des milliers de malades dans cette étude. C'est 2023, et c'est le grand monsieur Kudo qui a publié ce travail. 48% des malades sont opérés aujourd'hui. Vous allez me dire que c'est beaucoup. C'est ce que nous n'avons pas, on n'a pas ça. Vous savez pourquoi?
J'ai été pour 3 ans. Et je connais comment ils ont travaillé. C'est écoute les 6 mois. C'est 3 marqueurs tumoraux, pas l'AFP, la PIVK et le glycapentru. On fait le screening et on détecte des petits nodules, 1,5, 2,5, donc 3. Donc c'est des malades child A, on peut les réséquer, on peut les radiofréquencer. Pourquoi il y a autant de malades réséqués? Regardez l'alcoolisation, la radiofréquence, microwave, ce qu'on appelle les micro-ondes et l'alcoolisation, c'est 20%. Et les traitements endovasculaires, notamment la chimio-embolisation, c'est du 27%. Je dirais 50, 20, 30. Qu'en est-il chez nous? Je vous donne ce travail qui date de maintenant 13 ans, lorsque j'étais au service, et c'est un travail que j'avais donc fait avec l'équipe. Nous avons radiofréquencé ou traité par voie percutanée 45% des malades. Nous avons fait la TACE chez 76, chez 28, on a fait du combiné. On fait beaucoup de combinés. On chimio-embolise aujourd'hui, on fait un scan à mois, s'il y a un résidu, on le reprend par radiofréquence. Sachez que la radiofréquence, traitement percutané, est fait par nous-mêmes dans le service et pas en radiologie. Et traitement systémique, on faisait le sorafenib, on faisait beaucoup de choses, et bien sûr, on a réséqué quand même 22% de nos malades, ce qui n'est pas négligeable. On n'a pas réséqué à 48, on a réséqué 22. Quels sont les malades qu'il faut aujourd'hui réséquer avec des bons résultats? Si on voit le BCLC dans sa forme actuelle, c'est-à-dire la toute dernière, je pense que c'était en novembre 2022, c'est des malades au stade précoce, un nodule, quelle que soit sa taille, donc c'est un changement dans le BCLC, parce qu'avant on disait inférieur à 5, ce 5 a disparu, on peut même réséquer 6, on peut même réséquer 7, tout dépend d'un certain nombre de critères, lesquels sont au nombre de 3. La première, c'est le degré d'HTP. Est-ce qu'un malade d'HTP qui a une HTP doit être éliminé de la résection? Non. Tout dépend de l'importance de la résection. Vous avez un malade qui est MELD 9. Vous allez faire une résection mineure, ça passe. Vous avez un malade qui est MELD 9. Vous allez faire une résection majeure, ça passe pas. Ça passe pas. Et c'est pourquoi je trouve cet algorithme proposé par Lise l'extraordinaire. Vous voyez votre malade, il a de l'HTP. Vous allez voir quel est le type d'exérèse que vous allez faire. Vous allez enlever 3 segments à ne pas faire. Vous aurez une mortalité de 25% et vous aurez une morbidité qui dépasse 30%. Le chirurgien ne doit pas toucher ce malade. À l'inverse, j'ai de l'HTP, mais je prévois une résection mineure, notamment du foie gauche, sur un CA6 sous-capsulaire. Je vais le faire sous célios sur un segment latéral antérieur. C'est magique, on le fait. Et la mortalité et la morbidité seraient moins, ça ne dépassera pas 9%. Donc ça passe. On disait que réséquer plusieurs nodules, ce n'est pas faisable dans le BCLC ancien. Dans sa forme actuelle, it's possible. Mais avec beaucoup de raisonnement et avec beaucoup de logique. J'ai 3 nodules dans un segment. C'est une résection mineure, il y a de l'HTP, je fais une résection, par exemple 3 lésions nodulaires, 2 cm, 3 cm dans le segment de 3. Je fais une résection gauche chez le malade, tous les critères sont du curseur au vert. Cette étude qui est énorme, 1000 malades opérés, comparés mono et multinodulaire. Le message c'est quoi? Si vous avez plus de 5 nodules, et si vous faites la taille de ce nodule, ça dépasse 8 cm, et si vous avez derrière la tête de l'invasion microvasculaire, c'est un malade à ne pas opérer, il ira au traitement endovasculaire, soit chimio-embolisation, soit radio-embolisation à l'yttrium 90. Et voilà les recommandations, que ce soit de l'ESMO ou de l'ISL. Donc, la résection recommandée pour un CAC unique, quelle que soit la taille, et c'est surtout pour les CAC dépassant 2 cm avec une fonction hépatique normale, à condition que le foie restant soit suffisant pour assurer une bonne fonction. Il faut privilégier les abords laparoscopiques dans les localisations antérolatérales et superficielles, notamment sous-capsulaires, et on peut réséquer jusqu'à 3 nodules à condition de bien calculer son coût en fonction du degré de l'HTP, en fonction de l'albi, du MEL et en fonction du volume hépatique restant. Et ça, c'est le staff. La transplantation, c'est toujours les critères de Milan, mais il y a quand même critères de Milan, moins de 5, trop inférieur à 3. Mais il y a un changement, on peut aller à plus. Il y en a 2 qui sortent, c'est le San Francisco et le APT7. APT7, c'est Mazavero, c'est Milan toujours.
mais ils l'ont modifié pour pouvoir élargir la possibilité de transplanter des malades. Qu'est-ce qu'il nous dit San Francisco? Je peux réséquer un mononodulaire même supérieur à 6,5. Je peux réséquer 3 nodules, mais à une condition que la somme totale de la taille de ces 3 nodules ne dépasse pas 8 cm. Et pour l'Apt 7, c'est très simple, c'est le nombre de nodules plus la taille du plus grand. Il ne faut pas que ça dépasse 7. J'ai 3 nodules de 1 cm, j'ai 3 nodules, 2 font 1 cm et 1 il fait 3. Je suis à 5, fabuleux, il passe. Il passe avec une survie qui est bonne. Donc, le Apt 7 et le San Francisco, ça fonctionne. Et avec ça, on peut augmenter le nombre de malades à transplanter de 16%, ce qui est quand même non négligeable. Le score AFP, j'en ai parlé. J'arrive au traitement percutané. Donc, on a vu quel est le profil et les meilleurs profils à réséquer, les meilleurs profils à transplanter. Maintenant, quel est le meilleur profil à traiter de manière percutanée? Il y a percutané, il y a percutané. Nous avons commencé par l'alcoolisation, c'était en 1984. Moi, j'étais au Japon en 91, c'était de l'alcoolisation. Et après, on a viré à la radiofréquence en 91. 91, il y a eu de la radiofréquence. Il y a eu le microwave par la suite, les micro-ondes. Est-ce que l'alcoolisation qui a démarré dans les années 86-87, c'est les premiers papiers, est abandonnée? Je vous dis qu'il est encore là. Un nodule inférieur à 2 cm, qui n'est pas bon pour la radiofréquence pour multiples raisons, peut être alcoolisé avec le même résultat. Nous continuons à faire de l'alcoolisation pour des petites lésions de 1,5 cm lorsque la radiofréquence n'est pas faisable. Quand est-ce que la radiofréquence n'est pas faisable? Deux situations. Périhilaire, parce que vous êtes à côté de la bifurcation biliaire et si vous brûlez, c'est la chaleur, vous allez brûler la confluence biliaire supérieure, le malade deviendra jaune 4 semaines plus tard. Et vous avez toutes les localisations périphériques au niveau du dôme. Et je voudrais citer deux particulièrement. Le segment 2, il y a l'estomac et le duodénum. Le segment 6, il y a l'angle colique droit. Attention, il y a risque de perforation. Et généralement, on le fait, mais on le fait avec des artifices. On injecte de l'eau pour séparer. Mais parfois, ce n'est pas séparable. Donc, ces conditions, on fera de l'alcoolisation si le nodule est inférieur à 2 cm. Il y a une deuxième technique de radiofréquence qui est en train de se développer. C'est ce qu'on appelle la non-touch. Au lieu de mettre le nodule, l'aiguille de radiofréquence au centre, on va faire 3 aiguilles autour. C'est-à-dire on va laisser une marge de sécurité de 5 mm. Ça garantit l'absence de récidive. On fera la règle des chirurgiens, respectant, eux ils font 1 cm, wedge resection, ou 1 cm. Nous on fait 5 mm, ça passe. Mais pour cela, il faut payer 3 électrodes, donc il faut payer 3 fois plus. Et l'électrode, il coûte quand même assez cher, chez nous il coûte 9 000 dirhams. Ça, c'est un problème. Il y a une autre solution, qui est le microwave. C'est quoi le microwave? C'est chauffer plus rapidement et en un temps excellent, sans anesthésie générale. Alors que la radiofréquence, le malade doit être âgé. Avec le micro-ondes, c'est sous anesthésie locale. On chauffe rapidement, en 3-4 minutes, le nodule est détruit. Donc on peut détruire plusieurs nodules dans une seule séance. Ça a été démontré que ça donne des résultats meilleurs sur des CAC dépassant 3 cm et sur donc, des CAC à côté d'un gros vaisseau. Pourquoi? Parce que le phénomène de refroidissement, il y a un phénomène de refroidissement. Lorsque vous êtes à côté d'un vaisseau, ça refroidit. Avec la radiofréquence, puisque ça brûle lentement, le vaisseau aura le temps de refroidir, donc efficacité médiocre. Avec la radiofréquence, avec les micro-ondes, on brûle rapidement, on ne laisse pas le temps au vaisseau de refroidir. Il y a la troisième méthode, c'est génial. Dans les deux, on détruit par le feu. On chauffe, c'est le feu. Que ce soit radiofréquence ou micro-ondes. Dans l'électroportation irréversible, c'est un phénomène ionique. On va inverser le phénomène dans la cellule et on va l'éclater. On détruit par le froid. Donc toutes les localisations à risque, que ce soit hilaire ou périphérique sur le dôme, la meilleure option, c'est de faire de l'électroportation irréversible, le bémol. Il faut curariser les malades avant de faire ces techniques. Il faut faire attention dans le choix à la taille. C'est moins de 3 cm. Si vous faites plus de 3, regardez, votre taux de nécrose totale n'est que de 70%. Vaut mieux détruire 1 ou 2 nodules, pas plus. Pourquoi? Parce que la survie va changer. Il faudra éviter les zones à risque, j'en ai parlé, à proximité d'un vaisseau et dans les régions à risque hilaire et périphérique sur le dôme. Tout ça, c'est des facteurs d'échec de la radiofréquence. C'est des malades à réséquer si on peut les réséquer. Et il faut respecter une marge. Il y a des aiguilles
Si vous avez un nodule de 25, utilisez une électrode Rita de 30 pour détruire le nodule et une marge de 5. Vous voyez, il y a le nodule et on a détruit avec une marge. Voilà notre expérience, c'est 241 malades traités en percutané. L'alcoolisation, on faisait de la cytonisation, c'est l'école de Saitama au Japon qui l'a développé, mais on ne l'a fait plus parce que ça diffuse et ça détruit les organes adjacents. Donc on fait que de la radiofréquence et de l'alcoolisation. Mais maintenant, de plus en plus, nous sommes équipés en microwave. Et à partir de maintenant, ça n'aura que le microwave parce que gain de temps, anesthésie locale, c'est fabuleux. Donc pour ceux qui veulent faire de traitement percutané, équipez-vous de micro-ondes et non pas de radiofréquence. Voilà quelques exemples. Un CAC au niveau du 6, après injection, voilà après radiofréquence, complètement détruit. Et là, c'est le trajet de l'électrode. Un petit CAC de 12 mm, centro-hépatique, avant injection et après injection. Ça, c'est l'échographie, ça, c'est l'injection au scanner. Voilà, on injecte de l'alcool absolu et voilà le nodule qui est complètement détruit. Ça marche à merveille lorsque on a des malades bien sélectionnés. Il y a des malades Child A, Albi 1, Melduit, petit CAC, pas de tâche TP significative. On l'opère en radiofréquence. On a la discussion avec les chirurgiens. Ce n'est pas de la rivalité. Dans le staff où je travaille, c'est de la complémentarité. Un CAC superficiel, moi je ne peux pas le radiofréquencer. Lui, il doit faire une résection sous célio. Un centre hépatique, il aura du mal à le réséquer. Il va faire une hépatectomie majeure. Moi, je trouve simple à radiofréquencer. Donc, on staffe les malades et en fonction de la taille, le siège, l'aspect et le profil, on prendra la bonne décision pour le malade déterminé, le malade T au temps T. Mais si vous alcoolisez, si vous radiofréquencez ou vous opérez, et ça c'est le meilleur essai, il est publié récemment, c'est Is the Best One qui répond à cette question. C'est la même chose, mais sur des lésions, regardez, moins de 3. Et voilà ce que nous faisons nous aujourd'hui. Voilà comment je travaille. J'ai un CAC inférieur à 3. J'appelle le chirurgien. Je fais mon évaluation hépatologique. Je fais mon évaluation oncologique. On staffe le malade. S'il a au moins 1 ou 2 facteurs de risque de récidive et d'échec de la radiofréquence, je cède la main au chirurgien à condition que je tienne compte de ces 3 variables qui déterminent la morbidité et la mortalité, à savoir le parenchyme hépatique restant, il sera de combien? Il faut qu'il soit de 40%, ou la plus de 1% du poids du patient. Il faudrait que le MEL soit bon, il ne faut pas que l'albi soit 2 ou 3. Et il faut que l'HTP soit une HTP non significative. À ce moment-là, je donnerai le patient à mon chirurgien à l'aise. Sinon, je ferai autre chose. Je ferai de la radioembolisation, je fais de la radiothérapie stéréotaxique. Et je ne l'opère pas. Ou le jour où on aura de l'électroportation irréversible, on fera de l'électroportation irréversible qu'on n'a pas encore au Maroc malheureusement. Voilà les résultats de la non-touch, c'est-à-dire c'est bon. Comparer radiofréquence microwave, micro-ondes font mieux sur les lésions plus de 3 cm. Et nous faisons beaucoup de combinés aujourd'hui. Nous faisons beaucoup de combinés. J'ai un CAC de 7 cm. Il n'est pas résécal. Il est candidat à une chimio-embolisation. Je fais la chimio-embolisation aujourd'hui. Je fais une IRM, un scanner injecté à 1 mois. Il y a un résidu tumoral. Il est grand. Je fais une deuxième thèse. Il est petit. Je le reprends en radiofréquence. Et c'est comme ça qu'on travaille. On a d'excellents résultats, je peux vous assurer qu'on a d'excellents résultats. Et malheureusement, on n'a pas encore au Maroc une salle hybride. Le jour où on aura une salle hybride, nous on le fait en différé. On fait la chimio-embolisation, on fera le scanner un mois après, on voit le résultat. Réponse complète, on a gagné, on surveille. Réponse incomplète, on fera un complément par percutané s'il est dans les indications du percutané, c'est-à-dire moins de 3. C'est le résidu tumoral à moins de 3. J'y vais par un traitement percutané où je fais une chimio-embolisation. Si le radiologue me dit qu'il y a possibilité de encore remonter. Mais maintenant, on peut le faire dans une salle hybride. Je ne sais pas ce qu'il y en a en Tunisie. Nous, on n'en a pas encore, mais je me bats pour l'avoir et je vais l'avoir. C'est celle-là. J'étais à l'hôpital Gemelli. Ça se fait maintenant, c'est de la routine. Un CAC de 7 cm, 8 cm. On fait une chimio-embolisation. C'est une salle où il y a une salle d'artério, il y a un scanner, ce qu'on appelle Combine City. On fait la chimio-embolisation, elle est là, elle est faite. On fait le scanner qui rentre. Il nous dit qu'au niveau de la partie supérieure latérale gauche du nodule, il y a encore un résidu. Le scanner, il part,
et on amène l'échographe, et on rentre avec une aiguille de radiofréquence, et on détruit, le résultat, il est là. Toute la lésion est détruite au cours de la même séance. Au cours de la même séance. Ça s'appelle les salles hybrides. Il ne sert pas seulement au foie, pour tout ce qui est ischémique. La chimio-embolisation, vous voyez, c'est malade bien sélectionné. Un child A. Il faut que ça soit, avec l'HTP, ça ne dérange pas dans ce cas, et il faut qu'il y ait un foie préservé, il ne faut pas qu'il y ait de thrombose, il ne faut pas que le flux soit inversé. Et vous voyez le stade B, c'est plus que la chimio-embolisation. Avant, il n'y avait que la chimio-embolisation. Aujourd'hui, je peux faire la TH par downstaging, comme je peux aller au traitement systémique parce qu'il a progressé ou la chimio-embolisation n'est pas faisable parce qu'il y a une thrombose complète. À condition que vous ne disposez pas de radio-embolisation. Si vous avez de la radio-embolisation, vous allez lui faire une radio-embolisation parce qu'avec la chimio-embolisation, c'est l'ischémie. Avec la radio-embolisation, il n'y a pas d'ischémie. Donc on peut faire de la radio-embolisation à des gens qui ont de thrombose portale. C'est très, très important et ça c'est l'une des avantages, à condition que la lésion soit inférieure à 8. Ça c'est un excellent ici de Salem, s'appelle Legacy, qui vient de sortir, qui nous confirme que maintenant il faut s'arrêter à 8 pour la radio-embolisation. Voilà, les résultats, ils sont excellents lorsque les malades sont sélectionnés. Et voilà un cas de chez nous, grosse lésion, foie gauche, vascularisée. Et voilà, après 2 séances de chimio-embolisation, il est complètement détruit. Complètement, réponse totale, complète. Bien sûr, ce malade a été réséqué après. On l'a réséqué. La radio-embolisation maintenant peut se situer à tous les stades pour les petites tumeurs qui ne sont ni radiofréquençables ni résécables. Il peut être utilisé comme downstaging en attendant une transplantation. Ils peuvent être utilisés lorsque j'ai un malade qui a une lésion qui n'est pas résécable. Je peux faire de la radio-embolisation et ça peut donc être opéré dans un temps. Des malades qui sont stade C, mais qui n'ont pas les critères d'inclusion dans un traitement systémique, je leur fais de la radio-embolisation. Et les malades au stade B qui ont des thromboses, on peut leur offrir de la radio-embolisation parce qu'avec la radio-embolisation, on a moins de risque de décompensation. Voilà l'essai Legacy, c'est la meilleure étude qui a évalué la radio-embolisation. Il vient de sortir, il a été fait par le promoteur Salem. Et vous voyez, il faut s'arrêter à 8 cm. Salem nous dit aujourd'hui, pour avoir des résultats avec les regardez le survie, réponse complète 84%. C'est énorme. 84% de réponse complète. Mais il faut s'arrêter à 8. Je termine sur le traitement systémique. C'est lorsqu'on n'a plus rien à proposer le malade, mais à condition quand même qu'il soit child A. C'est important. ECOG 0,1 maximum. Il faut qu'il soit en bon état général, à même de supporter ces médicaments parce il ne faut pas qu'on soit délétère avec le systémique. Attention, et la sélection. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus rien à faire, on va proposer le systémique à tout le monde. Les critères de choix sont aussi très serrés. Voilà les molécules qui ont l'AMM. Vous avez les thyroïdokinases, sorafenib, linvatinib, regorafenib, cabozantinib, et vous avez le RAM, et vous avez l'atezolizumab, le trimidurva et le durva. Je vous donne ce qu'il faut faire en première ligne. Première ligne, sorafenib, linvatinib, atezolizumab, trimidurva. Et c'est essentiellement aujourd'hui atezolizumab et trimidurva, et Mino, c'est important. Ça a un coût, c'est 9 000 € chez nous, non encore remboursé, malheureusement, au Maroc, c'est la réalité. Nous avons le Linva, un prix accessible, remboursé après intervention d'ANAM. Il faut écrire, il faut que j'écrive 3 ou 4 rapports pour pouvoir convaincre. Et voilà les résultats. Tous ces essais sont positifs en première ligne. En deuxième ligne, vous avez Regora, cabozantinib et vous avez le RAM. Et il y a aussi le pembrolizumab et le Nivo et Epilumab qui ont déjà approuvé FDA. Ça, c'est en deuxième ligne. Comment utiliser tout ça? C'est un atezolizumab. Malade à un risque hémorragique, ça va être trimidurva. Contre-indication à l'immuno, ça va être l'INVA au SORA. Je préfère l'INVA. Échec à sorafenib ou l'INVA, on partira sur Regora ou sur le RAM lorsque vous avez une alpha-fetoprotéine supérieure à 400. Le cabozantinib, tolérance bonne, il peut être utilisé en deuxième ou en troisième ligne. Vous avez le malade qui présente une contre-indication parce qu'il a des varices et il y a un problème hémorragique. Vous ne donnez pas l'atezolizumab, vous donnez trimidurva. Donc, s'il y a un problème risque hémorragique, au lieu de donner atezolizumab, vous allez donner trimidurva. Et si vous avez échec à atezolizumab, est-ce que nous avons un traitement de deuxième ligne? Ils disent clinical trial. Je vous dis ce qu'il faut faire en pratique. Ça, c'est les Italiens École de Milan, et bien c'est l'INVA, SORA, et c'est ce qu'on fait. Je donne atezolizumab, ça ne marche pas, ça va être le l'INVA, et on a récupéré des malades. Je vous remercie, et je vous dis qu'on ne peut pas prendre un CAC
dans son petit coin, dans son bureau. Il faudra absolument faire une évaluation pertinente, méticuleuse, en présence de tous les intervenants. Il faudra choisir la meilleure option selon le profil patient, selon le profil tumeur, ce que vous savez faire. Vous avez un bon chirurgien, vous pouvez opérer des malades. Vous avez un bon radiologue ou un bon gastro qui fait le percutané, et ça se passe de cette manière. Je vous remercie. Donc c'est Oui. pas